La police a retrouvé un corps et puis des débris humains. Des groupuscules violents déclarent la guerre à l'Amérique. Ils rejetaient le gouvernement des États-Unis. Ils ont dit, les flics et les militaires, on peut les tuer. Ils n'avaient absolument aucun scrupule. Ces terroristes sont issus de riches familles américaines et ont étudié dans les universités les plus réputées. Ces enfants privilégiés ont renié toutes les valeurs de leurs parents. Les suspects sont sortis avec des fusils mitrailleurs et ils ont tiré. Ils vont devenir les criminels les plus recherchés d'Amérique. Ils voulaient tout faire sauter et tuer le maximum de gens. Pour Vanity Fair, l'auteur Brian Burrow a mené l'enquête. Son récit a été publié sous le titre « Jour de colère ». Le voici en images. En 1970, Manhattan était un endroit beaucoup plus dur et isolé qu'aujourd'hui. Malgré tout, le quartier autour de West 11th Street était le plus beau du West Village. On y trouvait de belles maisons en briques où vivaient majoritairement des artistes et des acteurs. C'était une très belle journée. Il faisait froid, mais beau. À cette époque, j'étais mariée à Dustin Hoffman et j'étais enceinte. Le 6 mars au matin, Anne Hoffman se rend en taxi à un rendez-vous avec son médecin. J'ai dit au taxi que j'allais au 16 West 11th Street. Il allait un peu vite, alors je lui ai demandé de ralentir. On est passé devant le numéro 16 et je pense qu'il s'est arrêté près du numéro 22. J'étais en train de le payer pour la course quand on a entendu un bruit. La détonation n'était pas très forte. C'était assez étouffé. On aurait plutôt dit un bruissement. J'ai dit au chauffeur que ça venait de chez moi. Je lui ai presque lancé les billets au visage. Je suis sortie et j'ai couru en direction de ma maison. J'ai remarqué qu'il y avait des rideaux jaunes sur le sol et des tas de débris sous mes pieds. Certains tours de fenêtres avaient été projetés de l'autre côté de la rue. L'explosion ne provient pas de la maison d'Anne, mais de l'immeuble voisin, au numéro 18. Les deux premiers étages étaient éventrés et le toit avait l'air très instable, sur le point de s'écrouler. Ronald Waite est le premier policier arrivé sur place. Il s'occupe du passage piéton d'une école voisine quand il entend l'explosion. J'ai entendu une grosse détonation. Ça semblait grave. Les gens qui s'éloignaient de la zone avaient tous l'air paniqués. Je suis allé voir ce qui se passait. En me rapprochant, j'ai aperçu de la fumée noire. J'ai appelé des renforts. J'ai appelé les pompiers, puis mon supérieur, et j'ai demandé à tous ceux qui pouvaient de venir me rejoindre. À ce moment-là, l'immeuble était en feu et de la fumée épaisse envahissait le ciel. Je sentais la chaleur des flammes sur mon visage. L'officier Waite se précipite dans le bâtiment pour chercher des survivants. J'ai été déstabilisé par le souffle de plusieurs explosions quand j'étais dans l'immeuble. Je suis ressorti et j'ai traversé la rue. D'après ce qu'on m'a dit, je me suis assis sur le bord du trottoir juste en face du numéro 18. J'étais vraiment en état de choc. Les pompiers et la police arrivent enfin, alors que de la fumée continue de s'élever du numéro 18. Vers 7 heures du soir, l'incendie est maîtrisé. Les enquêteurs cherchent alors ce qui a pu causer cette explosion. Les gens ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une fuite de gaz. C'est un facteur déclencheur très courant, même de nos jours. On entendait les gens dire qu'il y avait des personnes dans la maison et que la fille du propriétaire, M. Wilkerson, en faisait partie. Le propriétaire de l'immeuble, James Wilkerson, est en vacances aux Antilles.
La police a réussi à joindre M. Wilkerson pour lui demander qui se trouvait dans la maison. Il a répondu « Ma fille et peut-être quelques-uns de ses amis. Ma fille Kathy Wilkerson. » Elle a eu une enfance privilégiée. Son père possédait plusieurs chaînes de radio. Elle allait à la fac de Swarthmore, qui est très cotée. Kathy Wilkerson a grandi en Nouvelle-Angleterre, où elle faisait partie des Quakers. La police a tout de suite cherché à savoir si Kathy Wilkerson se trouvait dans la maison. Les parents de Kathy essaient de la joindre, mais personne ne sait où elle est. Les enquêteurs trouvent dans les débris quelque chose qui aurait pu appartenir à une deuxième victime. On pensait que Kathy Wilkerson et son amie Kathy Boudin se trouvaient dans la maison à ce moment-là. On a retrouvé une carte indiquant un rendez-vous chez le dentiste pour Kathy Boudin. Kathy Boudin venait d'une famille privilégiée et opulente. Elle était allée dans des écoles privées et à l'université de Bryn Mawr, près de Philadelphie. Son père Léonard était l'un des avocats de gauche les plus réputés de Manhattan. Les deux jeunes femmes sont introuvables. Ont-elles été les victimes de l'explosion? La police a lentement commencé à dégager les gravats. Une grue a soulevé une gigantesque masse informe qui était truffée d'excroissance. L'un des inspecteurs y a jeté un œil et il a blêmi. Il s'est rendu compte que ces excroissances étaient des détonateurs. C'étaient des bâtons de dynamite qui formaient cette grosse masse. Le sol était jonché de clous. Cette bombe n'avait pas été créée pour faire sauter un immeuble, mais pour tuer des gens. En explosant, la bombe aurait projeté une nuée de clous tout autour d'elle. L'engin avait été créé pour engendrer le plus de dégâts possible. Quand ils ont retrouvé le gros paquet de bâtons de dynamite recouverts de clous et de verre, j'ai tout de suite compris que si ce truc avait explosé, je n'aurais pas survécu. Un des lieutenants de police a dit que c'était l'un des plus gros engins explosifs qu'on ait retrouvé à New York à l'époque. On en a déduit qu'il devait s'agir d'une détonation accidentelle et que ceux qui construisaient cette bombe ne savaient pas bien ce qu'ils faisaient. Les inspecteurs comprennent qu'un atelier de fabrication de bombes artisanales se cachait au numéro 18. En fouillant les décombres, ils finissent par trouver des victimes. La police a retrouvé un corps parmi les gravats. C'était celui d'un certain Teddy Gold. Et puis, ils ont trouvé des débris humains. Ils ont été identifiés et on a découvert qu'ils appartenaient à une certaine Diana Houghton et un certain Terry Robbins. On n'a toujours aucune trace de Wilkerson ou Boudin. Les inspecteurs interrogent le premier policier arrivé sur place. C'est l'inspecteur Gidney qui est d'abord venu me parler. Il m'a demandé où je me trouvais à ce moment-là, ce que j'avais entendu, ce que j'avais fait et qui j'avais vu. L'officier Waite se souvient avoir vu 2 personnes ayant survécu à l'explosion. En me rapprochant de l'immeuble, j'ai aperçu 2 femmes nues qui descendaient les escaliers du 18 West 11th Street. Quelqu'un s'est dirigé vers elles avec un manteau ou une couverture. Il a recouvert l'une d'entre elles et les a éloignées de la fumée. De retour au commissariat, ils m'ont montré des photos et m'ont demandé si je reconnaissais quelqu'un parmi ces personnes. Je les ai identifiées tout de suite et je les ai pointées du doigt. L'officier Waite désigne les photos de Kathy Wilkerson et de Kathy Boudin. Pourquoi ont-elles fui les lieux? La police découvre alors que ces 2 jeunes femmes, diplômées et bien éduquées, mènent une double vie. Kathy Wilkerson était très active dans les mouvements anti-guerre et pro-droits civiques, comme beaucoup d'étudiants des années 60. Elle était membre de la SDS, qui voulait une société démocratique. La SDS était une organisation étudiante fondée en 1962. C'était une plateforme d'échange intellectuel pour ceux qui voulaient changer le monde. What's going on in the country now is young people are trying to find out why, I think, why so much is wrong, and in finding out why, to come to some kind of agreement to how to change it. La plupart du temps,
Ils échafaudaient des plans où ils organisaient des rassemblements non violents qui s'inspiraient du mouvement des droits civiques. Cathy Boudin a rejoint la SDS et s'est vite démarquée. J'ai rencontré Cathy Boudin en 1964. Elle était intelligente et sérieuse. Elle était extrêmement impliquée dans le mouvement. Les deux jeunes femmes fréquentent des universités proches de Philadelphie. Leur implication dans le mouvement anti-guerre les rapproche. Pourquoi les deux activistes pacifistes ont-elles fini par fabriquer des bombes? Le FBI est arrivé rapidement. Là, on commence vraiment à se demander ce qui se passe. L'enquête a vite dépassé le cadre de West 11th Street. Ce groupe voulait faire sauter des bombes, et certains de ses membres sont dans la nature. Que va-t-il se passer ensuite? La police recherche Cathy Wilkerson, 25 ans, et Cathy Boudin, 26 ans. Les deux amis issus de familles aisées participent au mouvement anti-guerre. Ce sont les seuls à avoir survécu à une explosion accidentelle survenue dans Greenwich Village, à New York. Boudin et Wilkerson sont sortis de la maison, visiblement indemnes. Puis elles se sont évaporées. La police a tout de suite pensé qu'elles avaient des raisons de fuir. Les enquêteurs apprennent que ces deux activistes anti-guerre ont franchi un cap dans leur protestation et se sont tournés vers la violence. La police a mené l'enquête sur Cathy Wilkerson et a découvert qu'elle faisait partie d'un groupe appelé Weathermen. Tous les policiers de la côte ouest, peut-être même d'Amérique, savaient que c'était le groupuscule le plus virulent. Avant l'attaque à la bombe d'un immeuble fédéral à Oklahoma City, avant l'attentat du World Trade Center, les actes terroristes étaient perpétrés par des candidats insoupçonnés, de jeunes étudiants issus de la classe la plus aisée d'Amérique. En 1969, tous ceux qui avaient pris part au mouvement anti-guerre étaient en colère, parce que la guerre ne cessait de s'intensifier. Les idées pacifistes ne fonctionnaient pas. Des gens mouraient inutilement au Vietnam. C'était vraiment désespérant de ne pas pouvoir arrêter cette guerre. En désespoir de cause, certains leaders de la SDS forment une faction dissidente. Weathermen, leur nouveau nom, est inspiré d'une chanson de Bob Dylan. Weatherman signifie présentateur météo. La chanson dit « Inutile de connaître la météo pour voir d'où souffle le vent ». Ça implique qu'on peut sentir dans l'air du temps que la révolution est en marche. Ils étaient beaucoup plus violents et radicalisés que la plupart des membres de la SDS. Les autres étaient juste des gosses qui organisaient des manifestations. Eux voulaient renverser le gouvernement. Ils scandaient « Ramenons la guerre à la maison ». Ils voulaient transposer la violence et l'horreur de la guerre du Vietnam dans les rues d'Amérique, pour que les gens comprennent enfin ce qu'est réellement la violence. Les enquêteurs apprennent que Boudin et Wilkerson ont participé au Jour de colère, une manifestation destructrice organisée par les Weathermen en octobre 1969 et qui a duré 4 jours. Les jours de colère, ce sont 4 jours de manifestations violentes dans les rues du centre de Chicago. 200 des membres les plus influents de Weathermen et quelques suiveurs ont passé leur temps à hurler dans les rues de la ville, à lancer des pierres et à briser les pare-brises des voitures. Avec les jours de colère, les Weathermen ont clairement fait comprendre qu'ils se vouaient au chaos et à la destruction. La plupart de ces jeunes gens allaient à Swarthmore ou à Bryn Mawr, des universités très réputées. La nation entière a été choquée de constater que ces enfants privilégiés reniaient toutes les valeurs de leurs parents. Les organisateurs veulent que les rues soient remplies à craquer de manifestants. Mais seuls les Weathermen, les plus virulents, se présentent. Les gens pensaient qu'ils étaient fous. On peut arrêter une guerre en marchant pacifiquement, comme Martin Luther King. On n'arrête pas une guerre en détruisant les voitures des honnêtes gens. Les Weathermen ont analysé les raisons de leur échec. Puis ils ont décidé de passer dans la clandestinité et de lancer une campagne d'attentats à la bombe.
Certains ont dit qu'ils devraient s'attaquer aux bâtiments vides, aux symboles de l'Amérique, aux tribunaux, aux grosses entreprises, au Pentagone, à la Maison-Blanche. Mais d'autres ont rétorqué que ce n'était pas suffisant et que pour attirer l'attention, il fallait tuer des gens. Ils ont dit, il faut se débarrasser de l'ivraie. Les flics et les militaires, ils sont là pour ça. On peut les tuer. Weathermen devient The Weather Underground. Ces 150 membres, dont Wilkerson et Boudin font partie, prennent des pseudonymes, changent d'apparence et se cachent en lieu sûr dans différentes villes à travers le pays. Les Weathermen entrent dans la clandestinité en janvier 1970 et se divisent en 3 groupes appelés tribus. Une à San Francisco, une dans le Midwest, autour de Détroit, et une à New York. C'est le groupe new-yorkais qui est le plus violent, qui veut poser les plus grosses bombes et tuer le plus de gens. Les enquêteurs cherchent à savoir qui les Weathermen voulaient atteindre avec l'énorme bombe antipersonnelle trouvée dans les gravats de la maison incendiée. Ils voulaient dynamiter la base militaire de Fort Dix, dans le New Jersey, pendant le bal des officiers. Ces officiers et leurs femmes ont eu la vie sauve uniquement parce que les terroristes ne savaient pas vraiment comment construire une bombe. La bombe devait exploser pendant un bal organisé pour des sous-officiers, qui étaient généralement ceux qui mouraient le plus rapidement au Vietnam, à cause de leur inexpérience. Cathy Wilkerson et Cathy Boudin disparaissent. Mais la campagne de violence ne fait que commencer. L'explosion de l'immeuble de Greenwich Village laisse sous-entendre qu'une guérilla urbaine est proche. Pendant les 5 années qui vont suivre, les Weather Underground et d'autres groupuscules en marge vont mener une guerre sans merci contre le gouvernement. Leur nouveau leader, une certaine Bernardine Dohm, a enregistré une déclaration de guerre très ambitieuse contre les États-Unis. Revolutionary violence is the only way. Within the next 14 days, we will attack a symbol or institution of American injustice. C'était la première fois que l'Amérique était officiellement prévenue de ce qui l'attendait. Sur une période de 18 mois, les Weather Underground et d'autres groupes radicaux vont faire sauter plus de 2500 bombes dans des postes de police ou des bâtiments militaires. Ils ont décidé de poser des bombes sans chercher à tuer qui que ce soit. En 1971, ils ont réussi à placer une bombe dans le Capitole. En 1972, dans le Pentagone. Les membres de Weather Underground font leur apparition sur la liste des criminels les plus recherchés du FBI. À la fin de la guerre du Vietnam, en 1975, leur désir de révolution commence à s'étioler. Les Weathermen finissent par imploser fin 76, début 77. L'organisation cesse d'exister. Et beaucoup de ceux qui étaient recherchés à la suite des jours de colère se rendent à la police. Ils écopent d'une amende, puis retournent à l'université. Cathy Wilkerson a fini par se rendre en 1980. Les charges retenues contre elle, suite à l'explosion de la maison, lui feront passer moins d'1 an en prison. Elle s'était exilée à San Francisco et fabriquait des bombes pour les Weather Underground. Au bout d'un certain temps, elle a commencé à remettre en question la légitimité de ce groupe. Après sa dissolution en 1977, elle est tombée enceinte et elle a passé 3 ans cachée avec sa fille dans une banlieue malfamée du sud de Chicago. Cathy Wilkerson s'est rendue, mais pas Cathy Boudin. Les autorités considèrent toujours la jeune femme, issue d'un milieu aisé, comme une dangereuse terroriste. Je me demandais ce qu'était devenue Cathy. J'imaginais qu'elle était toujours impliquée dans des histoires louches, mais je ne savais pas comment elle finirait par se manifester. Cathy Boudin va bientôt faire parler d'elle. Elle croit toujours en la révolution. Mais son groupe est sur le point de faire des choix aberrants et des plus violents. Voilà 12 ans que les dissidents ont saccagé les rues de Chicago pendant les jours de colère. Désormais, Weather Underground n'existe plus et le FBI ne recherche plus aussi activement ses anciens membres.
Ils essayaient encore de retrouver les fugitifs. Mais tous les attentats que Weather Underground projetait de faire n'avaient pas eu lieu. Hélas, en ce jour d'octobre, dans le comté de Rockland, à New York, tout va changer. Nyack est ce qu'on appelle une banlieue résidentielle, toute proche de New York. C'est une jolie ville construite sur la rive ouest de l'Hudson. À 16 h, un fourgon blindé de la Brinks s'arrête devant la Nanuet National Bank du centre commercial de Nanuet pour effectuer la relève quotidienne de ses recettes. Peter Page et Joe Trombino, les deux convoyeurs, sortent de la banque et chargent les sacs de billets dans le fourgon quand une camionnette rouge s'approche. Tout à coup, une fusillade éclate sur le parking. Trombino est touché à l'épaule et s'effondre. Page est tué sur le coup. On pense qu'il y avait entre 7 et 9 assaillants. Ils ont volé les sacs de billets qui contenaient près d'1,6 million de dollars et les ont mis dans leur camionnette. Ils ont ensuite pris la fuite. Tout s'est passé en moins de 40 secondes. La camionnette rouge s'arrête dans un parking vide et les sacs de billets sont transférés dans un camion de location et une Honda TAN. Ils sont tous montés dans le camion sans se rendre compte que quelqu'un avait assisté à la scène. Une jeune étudiante et sa mère, qui vivaient dans un pavillon près du centre commercial, ont vu tout ce qui s'est passé et elles ont appelé la police. On a prévenu la police de Rockland qu'ils avaient changé de véhicule. Les recherches se sont concentrées sur cette Honda et sur ce camion de location. La police installe des barrages aux entrées de l'autoroute en direction de New York. L'un des barrages principaux se trouvait au niveau de la sortie numéro 11. Deux policiers en fonction, Waverly Brown et Edward O'Grady, sont tout de suite arrivés sur place, ainsi qu'un inspecteur de police, Arthur Keenan. Ils ont immédiatement remarqué qu'un camion de location identique à celui qu'ils recherchaient était garé à proximité. Mon père et son équipe se sont approchés du camion. Les témoins de la fusillade avaient dit que les tireurs étaient d'origine afro-américaine. Le conducteur et son passager étaient d'origine caucasienne. Les policiers ne savaient pas si c'était le bon camion. Le conducteur a cherché à les convaincre qu'ils n'étaient pas ceux qu'ils recherchaient, que c'était un malentendu et qu'il fallait les laisser partir. L'inspecteur Keenan veut savoir ce qui se trouve à l'arrière du véhicule. L'inspecteur Keenan n'arrivait pas à ouvrir la porte arrière du camion. Quand il est allé demander aux deux personnes à l'avant ce qu'ils transportaient, c'est là que tout a dégénéré. Les portes arrière du camion se sont ouvertes d'un coup. Les suspects sont sortis avec des fusils mitrailleurs et ils ont tiré. Ils ont tiré avec leurs fusils mitrailleurs dès qu'ils sont sortis. Les policiers n'avaient que des pistolets. Ils n'avaient aucune chance. L'officier Brown est touché dès le départ et il s'écroule. Mon père s'est mis à couvert derrière une des voitures de police. O'Grady était en train de recharger son arme quand quelqu'un a fait le tour de la voiture et lui a tiré dessus. L'inspecteur Keenan a été touché à la jambe. Après avoir fini d'arroser tous les policiers autour d'eux, les suspects ont réquisitionné plusieurs voitures et ils ont pris la fuite en remontant Mountain View Avenue. L'officier Brown est mort sur le coup. L'inspecteur Keenan survit à sa blessure à la jambe et le sergent O'Grady, gravement blessé, est envoyé d'urgence à l'hôpital de Nyack. Mon père est mort 90 minutes plus tard à l'hôpital. Un convoyeur et 2 policiers sont morts. 1,5 million de dollars ont été volés. La police ignore encore que 3 groupes radicalisés se sont alliés pour déclencher la révolution à laquelle ils aspirent. Le braquage a été perpétré par un petit groupe de révolutionnaires issus des groupuscules Black Liberation Army, Republic of New Africa et Weather Underground. Cette alliance était restée très discrète jusqu'à l'attaque de Nyack.
C'était un nouveau défi pour les forces de l'ordre, parce qu'ils n'avaient jamais eu affaire à une telle violence. Ils se faisaient appeler la famille. Le groupe est mené par 2 criminels reconnus, Marilyn Jean Buck et Mutulu Shakur. Mutulu Shakur était un leader né. Il était charismatique. Mais c'est surtout avec ses discours révolutionnaires qu'il convainquait les gens d'embrasser sa cause. C'est à cause de son ego et de son narcissisme qu'il est devenu le personnage qu'on connaît, c'est-à-dire un criminel. Marilyn Buck était déjà connue dans le milieu bien avant le braquage. Elle s'était rapprochée de la Black Liberation Army. C'était la seule blanche du groupe. On l'appelait d'ailleurs parfois la reine de la BLA. Elle était passée maître dans l'art de la falsification de papiers d'identité. Marilyn Jean Buck était très respectée par ses camarades afro-américains parce qu'elle savait facilement se procurer des armes. C'étaient des légendes dans leur milieu, et ils n'avaient absolument aucun scrupule. Avant le braquage de Nyack, le groupe avait perpétré une douzaine d'attaques à main armée autour de New York. La famille braquait des banques et des fourgons blindés depuis 3 ou 4 ans, et ils avaient amassé une belle somme. Ce n'étaient pas vraiment des voleurs à la petite semaine. Pour éviter de se faire arrêter, la famille met en avant ses membres caucasiens. Ce n'était pas un hasard si la famille choisissait des Blancs pour conduire leur véhicule. Ils savaient qu'une jeune femme blanche au volant éveillerait moins de soupçons auprès de la police qu'un de ses homologues noirs. L'argent volé sert à financer la mission révolutionnaire de la famille. Ils veulent créer une nouvelle nation, la République de la Nouvelle-Afrique. La République de la Nouvelle-Afrique voulait former une nation indépendante uniquement peuplée de Noirs, en regroupant 5 États du sud des États-Unis. De nos jours, ça semble complètement grotesque. Mais ils étaient persuadés qu'ils arriveraient à créer cette république. C'est insensé que des gens de leur éducation aient pu croire qu'ils avaient des chances de succès. Le groupe, qui s'était formé autour de Mutulu Shakur, n'était pas franchement révolutionnaire. La drogue faisait partie intégrante de la vie de la famille. Mutulu était cocaïnomane. Il braquait le plus de banques possible pour pouvoir payer sa coke. Officiellement, l'argent qu'il volait devait servir à financer la guerre. Mais cette révolution était purement imaginaire. Et en réalité, ils se servaient de leur butin pour acheter de la cocaïne, qu'ils sniffaient à vitesse grand V. Ce groupe se disait pétri d'idéaux révolutionnaires, mais il était surtout rongé par l'avarice et la dépendance. L'attaque de la banque de Nyack devait être leur plus gros coup. Ils l'appelaient le Grand Bal. La famille organise ce grand bal pour faire passer un message et être prise au sérieux. Un casse d'1 million de dollars, une violence jusque-là inédite, une organisation à ne pas sous-estimer. Moins de 8 minutes après le braquage, Alan Colsey, le commissaire du poste de police du sud de Nyack, entend les appels radio relatant la fusillade de la sortie numéro 11. Je me suis demandé ce que je pouvais faire et comment je pouvais aider. Colsey apprend que certains des suspects se sont enfuis à bord d'une Honda Tan. Il se précipite pour leur couper la route. J'ai pris la route 9W vers le nord, tout en continuant d'écouter les appels radio. J'avais bien conscience que j'étais à la poursuite de personnes qui avaient attaqué un fourgon armé, qui avaient descendu un des convoyeurs et tué 2 de mes amis. J'étais prêt à tout pour les arrêter. La ville tranquille de Nyack, près de New York, est frappée par une fusillade meurtrière. Plusieurs groupes radicalisés se sont associés pour effectuer un braquage d'1 million de dollars, tuant sur leur passage un vigile et 2 policiers. On était en pleine débâcle. C'était le chaos total. 2 policiers avaient été abattus, un autre avait été blessé et les suspects essayaient de prendre la fuite. Le commissaire Alan Colsey est à leur poursuite. Une des voitures dans lesquelles ils se sont enfuis, une Honda Tan, passe devant lui. Colsey les pourchasse en roulant à 130 km/h dans des zones résidentielles.
On se serait cru dans un film, avec les pneus qui crissent et le gravier qui vole partout. Ils sont descendus le long de la 6e, puis la Honda a dérapé et est venue s'encastrer dans un escalier sur Broadway. Le commissaire Colsey s'arrête 30 mètres derrière eux et sort son arme. Il ordonne au suspect de sortir du véhicule. Un homme blanc descend et commence à se diriger vers moi. Je lui hurle de ne pas bouger, de lever les mains en l'air et de ne pas faire un geste. Il me répond « Quel est le problème ? On vient d'avoir un accident, mes amis sont blessés, on a besoin d'aide. » En plus de son interlocuteur, Colsey aperçoit dans la voiture une femme blanche et un homme noir. Un officier de police est arrivé avec un fusil à pompe. J'aurais pu l'embrasser. On a réussi à maîtriser la situation. On a ouvert le coffre et on a découvert de nombreux sacs remplis de billets qui provenaient visiblement du braquage. Les suspects ont été arrêtés sur le champ et transportés jusqu'au commissariat de Nyack. Ils ont été emprisonnés, puis mis en examen, et on a enfin découvert leur identité. Il y avait Judy Clark. Et à l'arrière, Sam Brown. L'homme sur le siège passager était David Gilbert, un ancien de Weather Underground. Le FBI pensait que Weather Underground avait disparu 5 ans plus tôt. Mais le voilà qui refait surface. Il s'est uni à 2 autres groupes radicalisés pour former la famille. Ils étaient très silencieux et dociles. Ils étaient sous le choc. Ils ne pensaient pas qu'on les arrêterait. Alors que le commissaire Colsey procède aux arrestations près de la sortie numéro 11, une passagère du camion de location s'échappe à pied du lieu de la fusillade. Elle est remontée le long de l'embranchement. Un officier de police en civil l'a vue s'échapper de la scène du crime. Il l'a rattrapée et il l'a arrêtée. Personne ne savait qui c'était. Elle disait s'appeler Barbara Edson. Elle semblait très nerveuse. Mais grâce à ses empreintes, le FBI a découvert que c'était Cathy Boudin. J'étais abasourdie. Imaginez, Cathy Boudin. On était en 1981. La guerre était terminée. Elle n'avait plus aucune raison de continuer. Elle était entrée dans la spirale de la haine et de l'autodestruction. C'était vraiment ahurissant qu'elle prenne toujours part à cette folie et qu'il soit allé aussi loin dans la démence. Ce mouvement contestataire armé s'est rappelé à notre bon souvenir, alors que tout le monde pensait qu'il avait disparu. Le voilà qui réapparaissait pour perpétrer un braquage et des meurtres. On se serait cru dans Retour vers le futur. Il débarquait d'une autre époque. Cela fait 11 ans que Cathy Boudin s'est enfuie dénudée de la maison en feu du 18 West 11th Street. Elle prenait une douche au 2e étage quand l'immeuble s'est effondré autour d'elle. J'étais content qu'il l'arrête. Ça faisait longtemps qu'elle était en cavale. Pendant ces 11 années, Cathy Boudin a vécu dans la clandestinité. Quand j'ai mené l'enquête sur ces milieux clandestins, je suis tombée sur Cathy Boudin. Elle transitait d'une cachette à une autre. Elle avait l'air plutôt mal en point. Elle ne ressemblait en rien à la jeune étudiante qui faisait partie de la SDS. Désormais, Cathy Boudin, Judith Clark, David Gilbert et Samuel Brown sont sous les barreaux pour leur implication dans le braquage de la Brinks. On savait qu'il restait un certain nombre de suspects dans la nature. On était conscient de ne pas les avoir tous arrêtés ce jour-là. La police se demande alors si Cathy Boudin et la famille avaient planifié d'autres attaques. Mais ils refusent de parler. Les enquêteurs se démènent pour obtenir des réponses avant que quelqu'un d'autre ne soit tué.
Les enquêteurs recherchent activement les membres de la famille, un gang révolutionnaire lourdement armé. Ils se sont échappés après avoir commis un braquage à main armée et déclenché une fusillade qui a tué 2 policiers à Nyack, près de New York. Nous étions très inquiets pour la sécurité nationale dans les jours qui ont suivi l'attaque. Certains des suspects étaient toujours en fuite. Plusieurs fugitifs se sont échappés à bord d'une Oldsmobile blanche qu'on a fini par retrouver dans le comté de Westchester. L'adresse qui avait été utilisée pour immatriculer la voiture était située à East Orange, dans le New Jersey. On a fouillé l'appartement en question et on a retrouvé une multitude de permis de conduire venant de différents États et avec différents noms. Les papiers falsifiés présentaient la photo de Marilyn Buck et d'autres membres de la famille. La meneuse, Marilyn Jean Buck, est introuvable. La police met cependant la main sur un manuel de fabrication de bombes artisanales, les plans de 6 commissariats de police de Manhattan et une liste énumérant tous les policiers de New York qui devaient être assassinés. Les autorités obtiennent alors une vue d'ensemble des ramifications de la famille et découvrent leur projet de meurtre, de braquage à main armée et de révolution sanglante. Cet appartement servait de plan aux membres du groupe qui avait commis l'attaque de Nyack, ainsi qu'à leurs camarades. Toutes les preuves retrouvées seront utilisées à charge lors du procès des 4 suspects arrêtés à Nyack le 20 octobre. Ils ont été accusés de meurtre et de vol. Judith Clark et David Gilbert ne voulaient pas participer au procès. Ils rejetaient le gouvernement des États-Unis. Ils ont déclaré qu'ils étaient des prisonniers de guerre et qu'il fallait les traiter comme tels. Ils ont été reconnus coupables et ils ont été condamnés à perpétuité avec une période de sûreté de 75 ans. Ils sont toujours derrière les barreaux. Lors d'un deuxième procès en 1984, Samuel Brown est lui aussi condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 75 ans. La police finit par retrouver et arrêter 2 des commanditaires du Grand Bal, Mutulu Shakur et Marilyn Jean Buck. Mutulu a été arrêté en 1986 à Los Angeles après une longue enquête. Il est toujours l'invité de marque du système pénitentiaire. Après le Grand Bal, Marilyn Buck a formé son propre groupe terroriste. Le FBI a vite retrouvé leurs traces et Marilyn a été arrêtée à Dobbs Ferry en 1985. Marilyn Jean Buck est relâchée de prison pour raison de santé en juillet 2010. Elle meurt du cancer 3 semaines plus tard. Le procès de Cathy Boudin s'ouvre en 1984, 14 ans après qu'elle se soit enfuie de la maison de Greenwich Village. Parmi tous les instigateurs de l'attaque de la Brinks et des meurtres, c'est elle qui reçoit la peine la moins lourde. C'est plutôt édifiant. Elle disait se battre pour la justice sociale et contre les privilèges. Mais dès qu'elle a été arrêtée pour le braquage, l'argent de papa lui a permis d'obtenir le meilleur des avocats et une belle négociation de peine. Cathy Boudin plaide coupable et elle est condamnée à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans. Une décision controversée est prise en 2010 et Cathy Boudin obtient une libération conditionnelle après n'avoir passé que 22 ans en prison. Les familles des victimes de la Brinks sont outrées de la savoir libre. J'ai refusé pendant des années d'avoir le moindre contact avec elle, car j'étais trop en colère. Et puis, j'ai fini par accepter d'aller la voir en prison. Je ne sais pas si elle avait complètement renié ses idées passées, mais elle avait l'air sincèrement désolée. Donc, je pense qu'elle méritait sa libération conditionnelle. C'est une meurtrière. Sa place est en prison. Et la place de Cathy Wilkerson aussi. L'attaque de la Brinks a marqué la fin de la première vague de terrorisme urbain aux États-Unis. La menace s'est éteinte pendant plus de 10 ans, jusqu'à l'attaque à la bombe d'un immeuble fédéral d'Oklahoma City. Je pense que les gens ont été profondément marqués de voir ces enfants gâtés, leurs propres enfants.
user de la violence pour manifester contre la guerre. Profondément. Ces jeunes gens étaient pleins de bonnes intentions. Ils voulaient enrayer la guerre du Vietnam et améliorer les conditions de vie des Afro-Américains. Mais ils ont fait l'erreur de se tourner vers la violence. Le souvenir de Weather Underground est là pour nous rappeler à quel point les choses peuvent dégénérer. Ils formaient le mouvement contestataire de gauche le plus important, le plus puissant et le plus dynamique depuis 50 ans. Et ils ont tout gâché. Weather Underground était prêt à tout, et même à tuer des innocents si nécessaire. Au final, 3 hommes ont perdu la vie et 9 enfants ont perdu leur père. Ils n'ont laissé derrière eux aucun message. Ils n'ont entraîné aucun changement politique, ni aucune modification du système. La seule conséquence de la première attaque à la bombe de Weather Underground en 1970 et de celles qui ont suivi, c'est que l'on doit désormais se soumettre à des systèmes de sécurité avant d'entrer dans un immeuble du service public. On a vu mieux comme héritage.